Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Michael Hudson, professeur d'économie, pour discuter des stratégies de l'Empire américain. Lorsque nous parlons des empires, nous avons tendance à nous concentrer sur les capacités militaires et leur déploiement. Comme nous le savons, les empires nécessitent également une base économique. Pour approfondir ce sujet, nous allons nous pencher sur l'un des grands ouvrages du professeur Michael Hudson, Super-impérialisme, la stratégie économique de l'Empire américain. Je mettrai un lien vers le livre dans la description, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et oui, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'avoir invité, Glenn. Et oui, une fois que nous aurons abordé ce point, nous examinerons la stratégie économique de l'Empire américain. Il serait intéressant d'avoir votre avis sur la façon dont certaines de ces bases économiques sont aujourd'hui moins stables qu'elles ne l'étaient lors de la première parution de votre livre. Mais je pensais qu'un bon point de départ serait l'un des chapitres de votre ouvrage, intitulé « La naissance de l'ordre mondial américain ». Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la base de la stratégie économique de l'Empire américain? Eh bien, les Américains n'ont jamais tenté, à part lors de la guerre de 1898, un colonialisme militaire ouvert au sens où l'Europe l'a fait. Cela s'est avéré être un colonialisme financier et un impérialisme financier. Et la véritable tentative de créer un empire en tant que tel n'a réellement été mise en œuvre qu'en 1944 et 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les racines de tout cela se trouvent à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque le règlement de celle-ci a abouti à l'imposition par les Américains de l'exigence de remboursement des dettes de guerre que les États-Unis avaient prêtées à la Grande-Bretagne, à la France et à d'autres alliés avant leur entrée en guerre. Eh bien, lorsque la guerre a pris fin, les Européens s'attendaient à ce qui était la pratique normale, et ce qui avait été fait après les guerres napoléoniennes, par exemple, à savoir que les Alliés s'effaceraient mutuellement leurs dettes, car tout cela était censé faire partie de l'effort de guerre. Non seulement fournir des armées, mais aussi les fonds, l'argent pour acheter les armes. Mais les États-Unis ont dit « Eh bien, nous sommes d'accord avec vous. Bien sûr, nous ne songerons pas à vous facturer toutes les dépenses de la guerre une fois que nous y sommes entrés à vos côtés contre l'Allemagne. Mais avant que nous entrions en guerre, c'était autre chose. Nous étions une partie neutre, et nous attendons de vous que vous remboursiez les dettes de guerre que vous avez contractées. Une dette est une dette. » Eh bien, les Alliés se sont alors retournés contre l'Allemagne et ont dit « Eh bien, nous ne voulons pas avoir à payer les dettes envers les États-Unis. Franchement, nous n'avons pas l'argent pour payer les dettes que les États-Unis ont calculé que nous devions. Nous ferons en sorte que l'Allemagne paie les réparations. » Et vers 1921-22, lorsque tout cela a été mis en place, cela est essentiellement devenu la règle. Je dois dire que l'Europe a été en quelque sorte complice de cela. Tous les pays européens, y compris l'Allemagne, croyaient qu'une dette était une dette. Et si c'était la dette officielle, si c'était les réparations imposées à l'Allemagne pour payer la guerre menée contre elle par les Alliés, c'était clairement au-delà de ses capacités. Tous les partis en Allemagne, même les sociodémocrates et les partis anti-guerre, étaient d'accord pour dire que les dettes devaient être remboursées. Eh bien, nous connaissons le résultat. L'Allemagne n'avait qu'un seul moyen de payer, parce qu'elle avait perdu sa principale industrie sidérurgique, la plus productive, ainsi que ses terres, l'Alsace-Lorraine. Elle était financièrement paralysée par le traité de Versailles, et la seule façon dont elle pouvait rembourser ses dettes était de jeter des Reichsmark, sa monnaie,
sur le marché des changes pour acheter des dollars, afin de rembourser ses dettes envers les Alliés, dettes que les Alliés transféraient simplement aux États-Unis comme paiement de leurs dettes interalliées. Le résultat, c'est que l'Allemagne a connu une hyperinflation. Les États-Unis ne voulaient pas permettre à l'Allemagne de gagner l'argent nécessaire pour payer les Alliés, qui à leur tour devaient les payer, car cela aurait menacé l'industrie américaine. Ainsi, les États-Unis ont adopté un tarif douanier contre l'importation de biens provenant de pays dont les monnaies étaient dépréciées, notamment l'Allemagne. L'Allemagne s'est donc retrouvée sans aucun moyen de paiement. Ce qui s'est passé, c'est que des investisseurs américains ont prêté de l'argent aux villes et aux États locaux allemands. Les villes qui ont emprunté ces dollars afin de financer leurs propres budgets locaux ont remis les dollars à la Reichsbank. La Reichsbank a utilisé ces dollars pour payer les Alliés. Et les Alliés ont payé les États-Unis. Ce qui a été mis en place, c'est un flux circulaire, et tout reposait finalement sur la demande d'or. L'ascension de la puissance internationale de l'Amérique entre la Première et la Seconde Guerre mondiale reflétait son accumulation croissante d'or, contre lequel toutes les principales monnaies étaient convertibles. Et au moment où l'Allemagne a sombré dans le nazisme, il y a eu une fuite massive de capitaux hors d'Europe vers les États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation encore plus importante des réserves d'or américaines. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis contrôlaient la majeure partie de l'or monétaire mondial. Et comme l'Europe était dévastée, les États-Unis étaient également en position de dicter le fonctionnement du système commercial et financier international lors du retour à la paix. Les États-Unis ont donc utilisé leur pouvoir pour créer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des organisations internationales de commerce et une diplomatie bilatérale, afin d'absorber très rapidement ce qui avait été l'Empire britannique. Les États-Unis avaient maintenu la livre sterling à flot en prêtant à la Grande-Bretagne l'argent nécessaire pour équilibrer ses paiements internationaux et se relever après la Seconde Guerre mondiale. Mais la condition était que la Grande-Bretagne devait ouvrir la zone sterling afin de permettre à l'Inde et à d'autres pays qui avaient accumulé des soldes en sterling pendant la guerre de pouvoir dépenser ces soldes, non seulement dans l'industrie britannique, mais aussi aux États-Unis. En somme, il existait plusieurs plans, y compris ceux de John Maynard Keynes, visant à garantir que l'ordre d'après-guerre ne serait pas si déséquilibré que tout l'or et tout le pouvoir afflueraient vers les États-Unis. Les États-Unis les ont rejetés et ont créé le FMI et la Banque mondiale, essentiellement pour servir les intérêts nationaux américains. Je ne sais pas si vous voulez que j'entre dans les détails. Par exemple, la Banque mondiale était censée prêter de l'argent à d'autres pays pour développer leurs économies, d'abord en Europe, puis dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud global. À l'époque, on les appelait les pays en développement. Mais la politique de la Banque mondiale, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, a été de ne pas accorder de prêts aux pays afin qu'ils deviennent autosuffisants dans quelques produits que ce soit contrôlés par les États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la balance des paiements des États-Unis reposait en grande partie sur les exportations alimentaires, ainsi que sur le contrôle de l'industrie pétrolière, comme nous le voyons aujourd'hui. La Banque mondiale n'a absolument pas tenté de suivre les recommandations de ses propres économistes. La Banque mondiale a entrepris une série d'études par pays. Chaque étude qu'elle a réalisée sur l'Amérique latine ou le Moyen-Orient concluait qu'il fallait procéder à une réforme agraire.
qu'il fallait permettre à l'agriculture de faire dans ces pays ce que les États-Unis avaient fait avec leur Agricultural Adjustment Act, c'est-à-dire organiser fortement le soutien gouvernemental à l'agriculture pour soutenir la production céréalière, devenir indépendant et être capable de se nourrir soi-même. Cela a toujours été un objectif fondant de l'autosuffisance. Les États-Unis et la Banque mondiale ont essentiellement accordé des prêts pour financer la dépendance du commerce international vis-à-vis des États-Unis. Et c'est là qu'est intervenu le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire a appliqué les mêmes principes, la philosophie économique autodestructrice que les États-Unis et l'Europe avaient suivie après la Première Guerre mondiale. Il y a eu un grand débat après la Première Guerre mondiale entre John Maynard Keynes en Angleterre et les économistes anti-allemands de France et des États-Unis, qui affirmaient que, oui, les dettes ne sont pas vraiment impayables. N'importe quel pays peut rembourser n'importe quel volume de dette extérieure s'il déprécie sa monnaie à un point tel que ses exportations deviennent compétitives. En pratique, la philosophie du FMI est la suivante. Si les pays baissaient simplement le coût du travail, il s'agissait en quelque sorte d'une théorie de la valeur travail. Si les pays pouvaient imposer l'austérité et réduire les budgets publics, ne pas creuser le déficit budgétaire pour injecter de l'argent dans l'économie, alors la déflation et les bas salaires permettraient à ces pays de rembourser leurs dettes extérieures. Cela a été la politique du Fonds monétaire international depuis sa création en 1945. Cette philosophie d'austérité déflationniste a largement contribué à empêcher les pays du Sud global, du Moyen-Orient et d'Asie, de pouvoir se financer eux-mêmes, alors même qu'ils doivent rembourser des dettes étrangères, rembourser les prêts qu'ils ont dû contracter pour financer leurs déficits commerciaux avec les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. À mesure que ces déficits commerciaux se sont creusés, les pays se sont précipités pour obtenir des dollars, et en réalité de l'or, afin de rembourser les dettes qu'ils devaient honorer, plaçant ainsi les intérêts des créanciers étrangers. Le gouvernement des États-Unis avant tout, mais aussi les détenteurs d'obligations et les banques américaines, au-dessus de leur propre développement national. Eh bien, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé pour menacer cette dynamique que les États-Unis avaient mise en place, essentiellement pour se rendre bénéficiaires de la division du travail et de la spécialisation de la production. Entre les États-Unis, en tant que principale nation industrielle, et les autres pays, fournisseurs de matières premières et de produits manufacturés à bas salaire. Il existait une sorte de structure économique duale, une économie pour les États-Unis et dans une moindre mesure pour l'Europe, et une autre économie pour les pays du Sud global et les pays qui n'étaient pas autosuffisants. Eh bien, tout cela a commencé à la suite de la guerre de Corée, en 1950-51. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1950, le stock d'or des États-Unis avait en fait augmenté jusqu'à représenter 80% de l'or monétaire mondial. Cela signifiait que la détention d'or par les États-Unis, ainsi que l'insistance pour que toutes les monnaies des grands pays soient définies en fonction de l'or, donnait aux États-Unis un pouvoir financier écrasant. En 1950, pour la première fois, les États-Unis sont passés en déficit de la balance des paiements en raison de leurs dépenses militaires liées à la guerre de Corée. Et à partir des années 1950, et ce jusqu'à la fin des années 1970. Les États-Unis sont passés à un déficit de la balance des paiements qui était réglé en devant payer de l'or aux pays qui recevaient les dollars émis par les États-Unis. Et l'ensemble du déficit résultait des dépenses militaires.
J'ai d'abord travaillé pour la Chase Manhattan Bank en tant qu'analyste de la balance des paiements, puis pour Arthur Andersen, le cabinet comptable, où j'analysais la balance des paiements américaine, démontrant que tout le déficit était de nature militaire. Eh bien, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam à la fin des années 1960. Lorsque j'étais chez Chase, chaque vendredi matin, nous consultions les rapports de la Réserve fédérale pour voir ce que faisait le stock d'or américain cette semaine-là. Combien d'or l'Amérique a-t-elle dû envoyer à la France lorsque le général de Gaulle recevait les dollars que l'Amérique dépensait dans ce qui avait été l'Indochine française, le Vietnam, le Cambodge, le Laos? Tous ces dollars étaient envoyés en France et échangés contre de l'or par la France. L'Allemagne recevait également beaucoup de dollars que d'autres pays, bénéficiant des dépenses militaires américaines, utilisaient pour acheter des exportations industrielles allemandes. Ainsi, nous observions, semaine après semaine, l'augmentation des créances sur le stock d'or américain. Il était évident que si les dépenses américaines liées à la guerre froide continuaient à ce rythme, à un moment donné, il ne resterait plus assez d'or pour couvrir légalement la monnaie papier américaine. Chaque dollar avant 1920, les billets de dollars que vous aviez dans votre poche devaient être garantis à 25% par les réserves d'or. Et en 1971, le président Nixon s'est rendu compte que ce n'était plus le cas. Il a fermé la fenêtre de l'or et a déclaré « Nous ne pouvons plus nous permettre de payer le coût de nos dépenses militaires en Asie et dans le monde entier en or. » Il y a eu une certaine panique au sein du gouvernement des États-Unis. Eh bien, presque au mois près, un an après que les États-Unis ont abandonné l'étalon or en août 1971, mon livre « Superimpérialisme » a été publié, je crois, en août ou septembre 1972. Et il s'est avéré que les plus gros acheteurs, m'a-t-on dit, étaient la CIA et le département de la Défense, qui l'avaient acheté dans les librairies de Washington. Et mes amis de Drexel Burnham, les banquiers d'investissement, sont venus me voir et m'ont dit « Écoute, qu'est-ce que tu fais dans le milieu universitaire? Nous allons t'inviter à intervenir lors de notre réunion annuelle. Herman Kahn sera présent. Il va adorer ta présentation et il va te proposer un poste. Accepte, quitte le monde académique. » J'ai donc expliqué que la fin du paiement en or par l'Amérique ne signifiait pas nécessairement la fin de la puissance américaine. Bien au contraire, une fois que les pays étrangers ne pouvaient plus utiliser leurs dollars pour acheter de l'or américain, ils n'avaient plus qu'un seul choix pratique, compte tenu de l'organisation de la diplomatie financière internationale à l'époque. Alors, à quoi ont-ils utilisé leurs dollars? Ils ont acheté l'investissement le plus sûr qui soit, les titres du Trésor américain, obligations du Trésor, bons du Trésor. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'au fur et à mesure que les États-Unis dépensaient pour des activités militaires à l'étranger, les bénéficiaires remettaient leurs dollars à leur banque centrale en échange de leur propre monnaie locale. Les banques centrales investissaient ces dollars dans des titres du Trésor américain, ce qui finançait non seulement les dépenses militaires à l'étranger des États-Unis, mais aussi le déficit budgétaire, qui à l'intérieur des États-Unis était principalement de nature militaire, le complexe militaro-industriel. Et j'ai fait remarquer que ce qui s'était passé, c'est qu'au lieu d'être une catastrophe, en mettant fin au contrôle de l'économie mondiale par les États-Unis grâce à leurs réserves d'or, les autres pays n'avaient en réalité pas d'autre choix que de faire financer les dépenses militaires américaines, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, par leur propre banque centrale, en recyclant leurs dollars. Eh bien, Herman Kahn m'a embauché. Je suis allé travailler pour l'Institut Hudson. Il m'a dit, « Tu sais, pourquoi espères-tu que tes classes de peut-être 50 étudiants diplômés à la New School finiront
Peut-être que l'un d'eux deviendra sénateur ou quelque chose comme ça plus tard. Si tu rejoins l'Hudson Institute, je t'emmènerai à la Maison-Blanche et je te présenterai, et nous obtiendrons un contrat, et tu deviendras conseiller du gouvernement dans tout cela. Et cela semblait logique. Ainsi, le département de la Défense a accordé à l'Hudson Institute une subvention de 85 000 $, bien plus que ce que j'avais reçu comme avance pour super-impérialisme, pour que je fasse des allers-retours au War College et que je me rende à la Maison-Blanche et dans d'autres lieux pour expliquer ce que je viens de dire. Que le standard du dollar américain, que j'appelle le standard des bons du Trésor dans la finance internationale, avait remplacé l'étalon or, et que cela avait essentiellement contraint les autres pays à soutenir financièrement les dépenses américaines à l'étranger, et que l'abandon de l'or avait en fait supprimé la limite aux dépenses militaires. J'ai donné une conférence à la Maison-Blanche devant des responsables du Trésor avec Herman Kahn, et nous avons dit que l'or, on peut le considérer comme le métal de la paix. Parce que si d'autres pays doivent régler leur déficit de balance des paiements en or, tout pays menant une guerre, tout pays engageant des dépenses militaires importantes à l'étranger, et mener une guerre implique toujours de creuser un important déficit, devra finir par manquer d'or et perdre son pouvoir dans un système basé sur l'or. Eh bien, immédiatement, les gens du Trésor ont dit « Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas de cela, parce que c'est l'Amérique qui fait la guerre. C'est l'Amérique qui dépense presque tout le budget militaire mondial. Et nous ne voulons pas que l'or joue un rôle dans un système que les États-Unis ne peuvent pas contrôler. À que nous ne porterons les sorties d'or si nous devons convertir nos dollars en or. » En réalité, priver les autres pays de toute possibilité d'échanger leurs dollars contre de l'or signifiait qu'ils avaient été intégrés de force dans un système financier. C'est à ce moment-là que l'Amérique est véritablement devenue un empire, car l'ensemble du système financier mondial, et donc son système fiscal, sa politique budgétaire, sa création monétaire, était essentiellement dirigé par le Trésor américain pour financer ce que l'Amérique présentait comme les besoins de son empire. La création de ses 800 bases militaires à travers le monde et la conduite des guerres qu'elle mène depuis les années 1970. Et cela, jusqu'à cette année. Les autres pays acceptaient de faire partie de ce système parce que la réalité géopolitique les poussait à soutenir les dépenses militaires américaines, mais aussi parce qu'il n'existait pas d'alternative. Eh bien, aujourd'hui, avec le budget du président Trump, que lui et les républicains ont envoyé au Congrès, la dette intérieure américaine est devenue si importante, tout comme sa dette extérieure. Les banques centrales étrangères et les investisseurs étrangers, y compris les fonds privés et quasi-gouvernementaux, tels que ceux d'Arabie Saoudite et de Norvège, se sont rendus compte que la dette extérieure détenue par les banques centrales, qui était censée être aussi sûre que l'or et l'actif le plus sûr à acheter, ne peut pas être remboursée. Il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de pouvoir, vouloir ou être disposés à rembourser la somme d'argent que d'autres pays détiennent sous forme de prêts aux États-Unis, principalement des bons du Trésor, mais aussi des agences américaines comme Fannie Mae. Les agences gouvernementales paient un peu plus que le Trésor, et même des titres d'entreprise, comme ceux détenus par l'Arabie Saoudite et la Norvège. Il n'est pas question que l'Amérique accepte de payer ses dettes, que ce soit par l'exportation, car elle s'est désindustrialisée et n'enregistre plus d'excédent commercial, ou en vendant son industrie à des acheteurs étrangers. Jusqu'à cette année, les États-Unis ont affirmé que si des pays étrangers ne pouvaient pas combler leur déficit de balance des paiements,
ils devaient le faire en privatisant leurs services publics, en vendant leurs infrastructures à des étrangers, en cédant leurs droits miniers et en vendant leurs terres à des investisseurs étrangers. Les États-Unis ne sont pas disposés à faire ce qu'ils ont exigé des autres pays, comme fondement du système mondial de commerce et d'investissement qu'ils ont créé. Ainsi, d'autres pays prennent conscience de ce double standard, qu'ils n'obtiennent en réalité aucune économie pouvant être convertie en propriété d'industrie, d'agriculture, d'infrastructures américaines ou quoi que ce soit d'autre. Ce ne sont que des dollars papier. Et donc, pour la première fois, on assiste à une volonté de chercher des alternatives au dollar américain. Eh bien, la seule alternative sur laquelle les gens peuvent s'accorder jusqu'à présent, c'est l'or. Lorsque Herman Kahn et moi sommes allés à la Maison-Blanche en 1973, Herman avait apporté une carte du monde. Et il y avait une carte des pays qui faisaient confiance à leur gouvernement. C'était l'Europe du Nord, l'Europe dans son ensemble, les États-Unis et les pays anglophones. Les pays dont les populations ne faisaient pas confiance à leur gouvernement, eh bien, on pourrait les appeler la majorité mondiale. La plupart des gens ne l'ont pas fait. Ensuite, il y avait des pays qui soutenaient l'or, la monnaie marchandise. Il y avait des pays comme l'Inde, des pays asiatiques et des pays du Sud global. Ils voulaient quelque chose de sûr, pas une reconnaissance de dette. Les pays qui faisaient confiance à la monnaie papier étaient l'Europe du Nord et les pays anglophones. Donc, il y a cette foi dans la monnaie papier, qu'une dette est une dette, et c'est sur ce principe que l'Amérique a commencé à accumuler de l'or après la Première Guerre mondiale. Mais les États-Unis, certainement avec le budget actuel présenté au Congrès, disent que oui, une dette est une dette sur le bilan. Oui, sur le bilan, nous devons plus d'argent aux pays étrangers qu'il n'est possible d'imaginer pouvoir rembourser. Mais c'est tout. C'est une dette qui ne sera jamais remboursée. C'est comme si vous alliez à l'épicerie et essayiez de payer avec une reconnaissance de dette, et que l'épicier vous disait « Eh bien, vous avez accumulé une sacrée ardoise la semaine dernière. Vous savez, il va falloir payer. » Et le client répondrait « Eh bien, je ne peux pas payer. Mais vous pouvez utiliser cette dette. Peut-être que vous pouvez donner cette reconnaissance de dette à la ferme qui vous fournit les œufs, ou à la laiterie, ou au producteur de légumes que vous vendez. Et d'une certaine manière, si seulement cette reconnaissance de dette pouvait circuler comme une créance sur le client, alors techniquement c'est une dette. Eh bien, une grande partie du système financier, et le système financier mondial, est maintenant basé sur ce type de dette, où il n'y a aucune capacité de remboursement derrière. Et c'est cela qui est devenu, on pourrait dire, la clé de l'Empire américain. Car c'est la clé de la capacité des États-Unis à dépenser à l'étranger et à être véritablement la première nation de l'histoire à ne pas avoir à rembourser ses dettes de guerre ou autres dettes contractées envers des pays étrangers. C'est ce double standard que l'Amérique a réussi à instaurer, faisant d'elle la nation unique ou la nation indispensable. Et c'est pourquoi, en ce moment, d'autres pays achètent de l'or, et l'on voit le prix de l'or augmenter. Et pourquoi ils essaient de se dire, eh bien, nous ne pouvons pas dépenser toutes nos réserves en dollars pour acheter de l'or. N'y a-t-il pas un moyen de créer une monnaie alternative émise par d'autres pays? Eh bien, c'est ce dont les BRICS discutent actuellement. Vous ne pouvez vraiment pas avoir une telle monnaie émise par d'autres pays, car pour émettre une monnaie, il faut un parlement pour décider qui va bénéficier de cette monnaie. Et si vous émettez la monnaie, à quoi va-t-elle être dépensée? Qui va la dépenser? Il faudrait quelque chose comme une véritable Europe, décidant qui va recevoir le produit des euros qui sont créés. Sauf que les États-Unis ont créé la zone euro de telle manière
qu'elle ne peut vraiment pas creuser un déficit suffisant pour se remettre du ralentissement dans lequel elle a été forcée d'entrer. Donc, le monde est dans une impasse. Et c'est de cela que parle mon livre Super-impérialisme, que j'ai essayé de mettre à jour pour l'époque actuelle. Mais c'est le thème de base. Eh bien, je trouve cela fascinant que les États-Unis, qui étaient initialement la puissance dominante après la Seconde Guerre mondiale, aient évidemment tiré leur position de nation créancière, ainsi que de la place privilégiée de leurs forces militaires, de la Banque mondiale, du FMI et du dollar américain. Mais c'est tout de même assez unique, n'est-ce pas, que ce pays soit devenu, en tant que nation déficitaire, et que sa dette croissante soit devenue la source d'une force impériale supplémentaire. Néanmoins, ce modèle a toujours semblé temporaire. Je me souviens d'ailleurs, dans les années 90 et au début des années 2000, que des dirigeants politiques à Washington affirmaient que, finalement, notre dette est un signe de force. Cela montre que le monde fait confiance à notre économie et à notre monnaie. Cependant, si ce n'est pas durable, à un moment donné, vous allez vous heurter à un mur. J'ai regardé le compteur de la dette ce matin et il approche les 37 000 milliards et cette hausse ne fait que s'intensifier. Donc à un certain moment, il faut des alternatives qui semblent émerger. Vous avez également mentionné, vous avez dit, les faits de la géopolitique. J'imagine que l'un des faits de la géopolitique pendant la guerre froide était simplement que les deux principaux rivaux, qu'il s'agisse des Soviétiques ou des Chinois, étaient des États communistes, largement découplés de ce type de politique économique, tandis que les alliés des États-Unis dans le monde capitaliste devaient tous, comme vous l'avez dit, donner la priorité aux faits de la géopolitique. C'est-à-dire, on ne pouvait pas vraiment, on ne pouvait pas permettre que trop de querelles économiques persistent. Donc, il y avait certains incitatifs pour éviter la rivalité entre les nations industrielles capitalistes, comme on l'a vu avant la Seconde Guerre mondiale. Mais vers où allons-nous maintenant? Parce que, encore une fois, le modèle de la dette semble s'être essoufflé et les réalités de la géopolitique ont changé. Désormais, les principaux rivaux, que ce soit la Chine, la Russie ou d'autres, adoptent eux aussi une politique économique d'État. Comment, selon vous, les fondations de l'Empire américain s'érodent-elles? Le modèle de la dette ne s'est pas épuisé. Et Trump a prononcé plusieurs discours, et le Congrès l'a soutenu, affirmant que tout pays cherchant à établir une alternative au dollar serait frappé de droits de douane spéciaux, pouvant aller jusqu'à 500%. Il a déclaré que toute tentative de la part de pays de se détourner du dollar au profit du système de paiement chinois en direction de la Chine serait considéré comme un acte d'hostilité et que l'accès de ces pays au marché américain serait bloqué. Il comprend que la puissance de l'Amérique ne réside plus dans le fait d'être un pays créancier, mais précisément dans le fait d'être un pays débiteur. Keynes a fait une plaisanterie en disant que si vous devez 1 000 $ à une banque, vous avez un problème. Si vous devez 1 milliard de dollars à la banque, c'est la banque qui a un problème. Et c'est là la force des États-Unis. Elle doit tellement d'argent à d'autres pays que si elle ne paie pas, par exemple, si elle s'empare des économies russes qui étaient détenues aux États-Unis et à Bruxelles, elle les confisquera. Les économies, pouf, disparaissent. La dette est essentiellement annulée. Les États-Unis refusent d'annuler la dette du Sud global, qui ne peut pas être remboursée, mais toute tentative de la part des pays de s'affranchir du dollar américain et de procéder à la dédollarisation est considérée comme un acte de guerre. Cela m'a déjà été expliqué par le secrétaire au Trésor en 1974 et 1975, lors de la guerre du pétrole. Lorsque l'Arabie saoudite et les pays de l'OPEP ont quadruplé le prix du pétrole,
en réponse au quadruplement par les États-Unis du prix des céréales. Et les États-Unis leur ont dit qu'ils pouvaient fixer le prix du pétrole qu'ils voulaient. Cela convenait aux États-Unis, car ils contrôlaient une grande partie de l'industrie pétrolière mondiale, y compris la production nationale, et les compagnies pétrolières américaines bénéficiaient d'un prix plancher à mesure que le prix du pétrole augmentait. Cependant, la condition pour permettre aux pays de l'OPEP d'augmenter le prix du pétrole était que tous leurs revenus d'exportation soient recyclés aux États-Unis. Il ne s'agissait pas uniquement de titres du Trésor. Cela pouvait aussi être des actions et des obligations, mais uniquement avec une participation minoritaire. Ainsi, les rois saoudiens ont acheté, je crois, $1 milliard de chaque action du Dow Jones Industrial Average. Ils ont réparti leurs économies sur le marché obligataire et boursier américain de manière à ne pas avoir la possibilité de contrôler les entreprises dont ils détenaient des actions. Contrairement à la plupart des actionnaires qui cherchent à avoir une certaine influence sur la gestion de l'entreprise. Voilà donc la situation actuelle. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, lorsque l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis détiennent tous d'énormes quantités de titres américains. Ils ont vu les États-Unis s'emparer des avoirs russes. Ils ont vu les États-Unis, via l'Angleterre, confisquer les réserves d'or du Venezuela à la Banque d'Angleterre. Et tout ce processus a commencé avec la révolution iranienne contre le Shah. Lorsque l'Iran a tenté de payer les intérêts dus sur sa dette extérieure et que la Chase Manhattan a refusé d'effectuer le paiement, l'Iran a alors été considéré comme en défaut de paiement et immédiatement saisi. Les autres pays du Proche-Orient qui détiennent massivement la dette américaine sont désormais piégés. Ils craignent d'agir de quelque manière que ce soit qui s'opposerait à la montée en puissance actuelle des États-Unis contre l'Iran, car toute action de leur part, qu'il s'agisse de soutenir les Palestiniens, de soutenir l'Iran, ou de faire quoi que ce soit qui soit en contradiction avec la diplomatie américaine au Proche-Orient, entraînerait que les États-Unis détiennent toutes leurs économies dans leur propre poche, sous leur contrôle, capables de les geler ou de les confisquer à volonté. C'est le pouvoir que l'Amérique détient en tant que débiteur sur les autres pays. Et c'est pourquoi Trump a déclaré que toute tentative de dédollarisation est aujourd'hui un acte de guerre, tout comme on l'a dit au pays il y a 50 ans, en 1974 et 1975. Eh bien, il y a aussi une vieille vérité, cependant, selon laquelle tout système qui devient trop dépendant de la coercition finira par, je suppose, se dégrader avec le temps. Et il y a, en fait, tout le problème, c'est que l'Amérique doit de l'argent au monde entier. Donc l'Amérique s'assoit sur leurs tirelires ou leurs économies et peut les prendre quand elle veut. Il semble que cela ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Et je peux comprendre le vol de l'or vénézuélien et tout cela. Il a semblé que le vol des fonds souverains russes était vraiment un pas de trop, car lorsqu'il n'y a plus de confiance dans le système, il ne peut plus vraiment fonctionner. Et nous voyons non seulement des adversaires comme la Chine s'inquiéter parce qu'ils savent qu'ils ne récupéreront jamais tout leur argent, mais aussi des pays comme l'Inde, qui sont préoccupés par les sanctions secondaires, tout comme d'autres alliés américains. Alors, combien de temps ce nouveau visage changeant de l'Empire américain peut-il durer? Car de mon point de vue, l'une des principales motivations de la Chine aujourd'hui est précisément la recherche d'alternatives. Ils se préparent à une guerre commerciale quasi permanente avec les États-Unis. Et ils ne peuvent pas vraiment externaliser toute leur stabilité financière à la bonne volonté des États-Unis. Il est donc certain que le reste du monde cherche des alternatives pour échapper au contrôle financier américain.
U.S. financial control. Eh bien, vous avez parfaitement résumé le dilemme. La confiance a disparu, mais il n'existe pour l'instant aucune alternative. Donc, la réponse à votre question est de savoir combien de temps ce système peut durer, jusqu'à ce qu'une alternative apparaisse. Et c'est pourquoi la politique étrangère des États-Unis aujourd'hui, pour maintenir ce que l'on pourrait appeler son empire financier et son contrôle sur le commerce et l'investissement mondiaux, repose sur la prévention de toute alternative qui pourrait être développée. De toute évidence, les pays affichant les excédents les plus forts de la balance des paiements et du commerce sont les parrains logiques d'une telle alternative. La Chine, les pays producteurs de pétrole, c'est pourquoi les États-Unis ont désigné la Chine, et tout pays semblant suffisamment puissant pour créer une alternative comme un ennemi. Les États-Unis tentent d'empêcher et de prévenir la création par ces pays d'une forme alternative d'épargne monétaire internationale en leur imposant des sanctions qui sont contre-productives. Mais telle est la stratégie américaine. Ils essaient également d'organiser la diplomatie européenne ainsi que celle de leurs alliés et satellites pour retarder, d'une manière ou d'une autre, ce développement qui, comme vous le soulignez, est inévitable. Oui, un jour, les États-Unis ne pourront plus bénéficier d'un repas gratuit. Et la première étape pour empêcher ce repas gratuit est que les autres pays reconnaissent qu'il existe et qu'ils renoncent essentiellement à de l'argent, perdant leur contrôle sur celui-ci et finançant, en réalité, les États-Unis, qui sont prêts à prendre des mesures agressives contre eux s'ils font quoi que ce soit pour garantir une véritable valeur à leur argent. Eh bien, la question est de savoir combien de temps les États-Unis peuvent maintenir leur capacité à contrôler les politiciens allemands, européens, asiatiques et surtout ceux des pays de l'OPEP. Combien de temps peuvent-ils réellement les menacer pour qu'ils se conforment à court terme? Sur le long terme, ils se rendent compte que les États-Unis ne peuvent pas le faire. Mais à court terme, ils peuvent utiliser des tactiques. Le problème, c'est que les tactiques qu'ils emploient sont tellement brutales qu'elles sont à l'opposé d'une véritable stratégie. Plus ils ont recours à des tactiques d'imposition, de menaces et d'intimidation envers d'autres pays, plus ils détruisent la stratégie qui consisterait à faire des États-Unis une économie suffisamment viable, une économie qui pourrait réellement avoir de quoi rembourser les autres pays. Je pense que le plan des États-Unis, et ce qu'espérait l'administration Trump, c'est que l'Amérique puisse créer un monopole sur Internet, un monopole informatique, un monopole sur l'intelligence artificielle, un monopole sur la fabrication de puces, et d'une certaine manière, utiliser les revenus de ces monopoles pour inverser le déficit de la balance des paiements et rétablir sa puissance mondiale. C'est un rêve irréaliste, car pour atteindre une domination technologique, il faut de la recherche et du développement. Mais le secteur financier et les entreprises privées censées développer cet avantage technologique raisonnent à court terme. Elles utilisent la majeure partie de leurs revenus, Apple et les autres entreprises, pour racheter leurs propres actions et verser des dividendes afin de soutenir le cours de leurs actions. Ainsi, la manière dont l'économie américaine est financiarisée sape en réalité sa capacité à maintenir sa puissance financière sur le monde, car cela a conduit à la désindustrialisation de l'économie des États-Unis. Cela rend les autres pays encore plus inquiets quant au sort de leurs économies investies ici et quant à ce qu'ils peuvent bien faire. Ce que l'on a observé ces 2 dernières semaines, ce dernier mois, est très surprenant. Les taux d'intérêt américains n'ont cessé d'augmenter, mais le dollar a baissé. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays qui augmente ses taux d'intérêt, comme les États-Unis, en sort perdant.
Il y a une fuite de capitaux, au lieu d'attirer d'autres pays vers le dollar. Un arbitrage, car les pays européens et asiatiques se disent « Eh bien, nous pouvons obtenir un taux d'intérêt plus élevé en empruntant à bas coût dans nos pays et en achetant ces bons du Trésor à 10 ans à haut rendement à 4,5% d'intérêt. » Mais soudainement, cela ne fonctionne plus. Et c'est cela qui affole le Trésor et les personnes qui essaient réellement de comprendre comment nous allons payer. Les États-Unis se retrouvent dans la situation de l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Ils avancent péniblement et ne parviennent pas à survivre. La différence, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune alternative que les pays européens et du Proche-Orient soient prêts à accepter, tant qu'ils refusent de considérer la Chine, l'Asia's idrissi communicative. C'est précisément ce qui sous-tend la guerre, l'insistance de l'Amérique sur une nouvelle guerre froide, affirmant que la Chine est notre ennemi existentiel. Nous allons essayer d'épuiser l'économie russe par la guerre en Ukraine. Nous faisons tout notre possible pour empêcher d'autres pays de devenir une alternative attrayante au dollar. Cette tentative de maintenir la dollarisation et d'empêcher la dédollarisation est donc de mettre fin à la suprématie des bons du Trésor d'une manière qui empêcherait l'Amérique de profiter à la fois de cette suprématie ou d'un étalon or est la clé pour comprendre non seulement la diplomatie américaine, mais aussi l'action militaire américaine contre l'Iran aujourd'hui, qui fait partie de sa tentative de contrôler l'ensemble du Proche-Orient. On utilise en partie Israël comme son proxy, et l'EI qui Al-Qaïda en Irak et en Irak ses proxys. And Iraq is its proxies. This is the key to why you have such a seemingly. C'est la clé pour comprendre pourquoi la situation militaire internationale semble aussi étrange. Les gens se demandent comment l'Iran peut-il être une menace pour les États-Unis? Eh bien, c'est une menace pour les États-Unis parce qu'il existe et que les États-Unis ne le contrôlent pas, ce qui est essentiel pour contrôler l'ensemble du Proche-Orient et tout l'excédent commercial que le pétrole du Proche-Orient attire du reste du monde. C'est cela qui pousse les États-Unis à envisager la guerre contre l'Iran et la destruction de l'Iran comme étant dans leur intérêt. C'est le rôle de l'Iran, en tant que dernière alternative potentielle au Proche-Orient, face au contrôle américain. Celui de faire du Proche-Orient une économie cliente, comme ils ont fait des économies d'Amérique latine, des économies clientes pendant tant d'années. Mais c'est la seule voie de sortie du dilemme actuel. Soit établir quelques monopoles technologiques importants dans cette nouvelle révolution industrielle, soit établir des quasi-colonies à travers le monde. Je veux dire, il semble simplement que toutes ces initiatives, même si l'on est optimiste, ne font que repousser le problème à plus tard. Quelles sont les voies possibles? Je veux dire, si vous deviez écrire une suite à votre livre sur le super-impérialisme aujourd'hui, quelles options s'offriraient aux États-Unis pour aller vers quelque chose de plus durable? Parce qu'il semble que le leadership technologique, il ne va rien monopoliser avec la présence de la Chine. Et puis, ces colonies, de toute évidence, il ne sera pas non plus possible de faire de l'Iran une colonie, semble-t-il. Alors, à quoi devons-nous nous attendre exactement? Eh bien, si vous deviez, ce qui n'est pas une option très attrayante pour un universitaire, mais si vous deviez écrire, disons, un chapitre de spéculation sur l'avenir, sur la direction que nous prenons, que verriez-vous? La seule façon pour les États-Unis de rester une économie solvable est de renoncer à la tentative de diriger le monde comme un empire. Les empires ne rapportent pas. C'est la leçon de l'histoire. Les empires coûtent énormément d'argent. Et à la fin, la puissance impériale fait faillite, tout comme la Grande-Bretagne a fait faillite avec son empire, finissant par céder sa puissance monétaire aux États-Unis. L'empire français s'est effondré.
Les empires ne rapportent pas. Donc, la seule façon pour les États-Unis de subsister est de se réindustrialiser. Cela signifie définanciariser son économie. Vous soulignez que nous vivons à court terme. Comment passer au long terme? Le secteur financier vit dans l'instantanéité. The financial sector lives in the short run. As long as the United States economy has shifted. Tant que l'économie des États-Unis a déplacé sa planification centrale du gouvernement vers Wall Street et d'autres centres financiers, ces centres financiers raisonnent sur une période de 3 mois à 1 an. Ils s'intéressent à l'évolution du cours de l'action ce trimestre, car c'est sur cette base que sont calculés les bonus du directeur financier et des PDG, leur cours de l'action. Ainsi, on assiste à une mentalité économique aux États-Unis qui est essentiellement celle du néolibéralisme, axée sur le court terme, sur la réalisation de profits financiers, plutôt que sur des activités productives, industrielles, agricoles ou commerciales. Les États-Unis devraient donc devenir un pays comme les autres, à égalité avec tous les autres pays. Il faudrait qu'il y ait une parité entre les États-Unis et les autres pays, tous suivant les mêmes règles. C'est une idée insupportable pour le Congrès. Il existe encore ici un nationalisme populiste qui dit « Nous ne voulons pas être un pays comme les autres. Nous ne voulons pas être obligés de vivre selon les règles auxquelles les autres pays sont soumis. Nous voulons continuer à pouvoir dominer les autres pays, car nous craignons que, si d'autres pays deviennent diplomatiquement indépendants, ils fassent quelque chose qui ne nous plaît pas. Eh bien, tant que cette mentalité persiste, vous finirez par vous opposer au reste du monde. Vous perdrez votre capacité à commercer et à faire de votre économie un pôle d'attraction pour les investissements étrangers. Il est impossible pour d'autres pays d'investir aux États-Unis dans l'espoir de tirer profit de la croissance des entreprises américaines, car la croissance qui s'y produit est uniquement de nature financière. Actions et obligations, prix de l'immobilier, inflation des prix des actifs financés par la dette, créant toujours plus de dettes pour faire monter le prix de l'immobilier, des obligations et des actions. C'est précisément ce à quoi servait la politique de taux d'intérêt zéro après 2008. Les États-Unis ont été transformés d'une économie capitaliste industrielle en une économie capitaliste financière, qui en réalité n'est plus du tout le capitalisme traditionnel, mais est purement financier. On pourrait dire que cela ressemble davantage à une économie néo-féodale qu'au type d'économie industrielle vers laquelle la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis évoluaient à la fin du XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le type d'économie qui leur a donné toute leur puissance mondiale à l'origine. Ce type de puissance industrielle, productive, non financière, n'existe plus en Occident. Donc, le problème ne concerne pas seulement les États-Unis. C'est la philosophie économique néolibérale qui englobe les États-Unis, l'Europe occidentale et les principaux alliés de l'Amérique. Ainsi, le véritable conflit entre les États-Unis et, disons, la Chine, l'Asie et le Sud global n'est pas simplement un conflit sur la manière dont ils vont conserver et utiliser leurs excédents de balance des paiements. C'est un conflit de système économique. D'autres pays vont-ils créer un système économique qui n'est pas de nature militaire, qui ne se base pas sur l'accumulation de richesses financières, mais sur la création d'infrastructures publiques, comme le fait la Chine, sur une véritable croissance industrielle, et non sur la recherche de rente? Et cela a en quelque sorte été laissé de côté dans les modèles économiques élaborés. L'Amérique est devenue une économie de rentiers, et non une économie industrielle. Elle gagne de l'argent par la finance. Elle gagne de l'argent grâce au taux d'intérêt. Elle gagne de l'argent en créant des monopoles, comme dans le secteur technologique. Mais rien de tout cela n'est basé sur le coût réel de production. Tout repose sur des privilèges spéciaux et des distorsions particulières du marché,
à l'opposé de tout ce dont Adam Smith, John Stuart Mill et même Marx parlaient. Everything that Adam Smith and John Stuart Mill and even Marx talked about. What you have today is a form of capitalism. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une forme de capitalisme qu'aucun des économistes classiques, ni Marx, n'avait anticipé. Ils pensaient tous que les pays agiraient dans leur propre intérêt. Et si vous essayez de prévoir ce qui va arriver aux États-Unis et quelle est l'alternative pour l'Europe, et que vous pensez qu'ils agiront dans leur propre intérêt, vous devez faire face au fait qu'aucun de ces pays n'agit dans son propre intérêt. Ils suivent un modèle économique, un modèle néolibéral, un modèle militaire, un modèle institutionnel diplomatique, qui s'avère ne pas être dans leur intérêt, mais plutôt autodestructeur. Tout ce que je peux faire, c'est expliquer pourquoi c'est autodestructeur. Et je pense que la tendance naturelle, comme vous l'avez suggéré, est que d'autres pays suivent la création de richesses réelles et non de richesses financières. Et il y a une raison pour laquelle la Chine a connu une croissance aussi rapide de son PIB réel, tout comme la Russie avec son PIB. Le PIB de la Chine et celui de la Russie n'inclut pas l'augmentation des loyers, les hausses d'intérêt et les pénalités financières, ni les plus-values. Ce n'est pas de nature financière, c'est de nature réelle. Le combat oppose le fait de vivre dans l'irréalité à court terme ou dans la réalité à long terme. Comment allez-vous y parvenir? Pour ma part, tout ce que je peux faire, c'est dire ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Si les gens comprennent cela, c'est au moins la première étape pour essayer d'accepter l'alternative. L'ère de tout empire, de tout pays dominant un autre pays, est terminée. La Chine ne pourrait pas le faire. Aucun pays n'est capable d'être un empire aux dépens du reste du monde, sans que le reste du monde ne se retire et n'essaie de créer une alternative. Oui, le manque de rationalité de nos jours est l'une de mes principales préoccupations, car on constate que la politique étrangère et la politique économique sont de moins en moins dictées par l'intérêt national et la raison également. Mais il fallait s'adapter. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais un peu optimiste quant à la présidence de Trump, car au moins il parlait de réindustrialisation. Au moins, il évoquait la nécessité pour les États-Unis d'avoir un rôle différent. Il remettait en question l'idée de l'expansion de l'OTAN, qui était une manifestation clé de ce système hégémonique. On aurait dit qu'il avait en quelque sorte, même s'il ne l'a pas formulé ainsi, reconnu de manière intuitive qu'il faudrait abandonner l'Empire pour sauver la République. Donc, on aurait dit qu'il l'avait compris. Mais bien sûr, ça a tout bouleversé. Et évidemment, cette attaque contre l'Iran ne fait qu'aggraver la situation. Mais bon, avant de conclure, que penses-tu qu'il va se passer si ce n'est à long terme, du moins à court terme? Tu as mentionné que les États-Unis tentent de relever les taux d'intérêt pour attirer des capitaux, mais qu'au lieu de cela, il y a une fuite des capitaux. Donc à quoi t'attends-tu, sinon dans les mois à venir, du moins dans les semaines à venir? D'autres pays cherchent à sortir, et les politiques de Trump les poussent vers la sortie. Sa politique tarifaire menace essentiellement de leur refuser l'accès au marché américain s'ils n'acceptent pas d'arrêter de commercer avec la Chine, de refuser la dédollarisation et, en somme, de soumettre leurs économies à la direction des États-Unis. Ils ne vont pas le faire. Et la réponse des autres pays sera « Eh bien, nous n'allons pas accepter vos conditions. Si vous augmentez les tarifs à 40%, 60%, faites-le. Bien sûr, ce que vous faites, c'est nous empêcher de commercer avec les États-Unis. Nous mettrons des tarifs contre vous, et vous suivrez votre chemin. Nous suivrons le nôtre. » Donc Trump lui-même, et s'il y avait le moindre plan du tout, de « comment puis-je démanteler l'Empire américain ?» je ferai exactement ce que fait Donald Trump.
I would do just exactly what Donald Trump is doing. You drive other countries away and you prod them to Vous éloignez les autres pays et vous les poussez à dire « Vous pensez qu'il n'y a pas d'alternative. Je vais être tellement agressif envers vous. » Tout comme je suis agressif envers la Russie, envers la Chine, envers l'Iran et le Moyen-Orient, je ferme le marché américain pour vous. Trump a déclaré que si vous essayez d'acheter des bons du Trésor américain rapportant 4,5%, il va imposer une taxe tarifaire sur votre achat de bons à hauteur de 10%. Ainsi, vous perdrez en réalité de l'argent sur ces bons. Et même si les États-Unis payent effectivement les 4,5%, le dollar va baisser face à l'euro. Aujourd'hui, il a déjà chuté de 10% face à l'euro. L'euro était monté à 1,20 auparavant. Maintenant, il est revenu près de la parité. D'autres pays perdent, dans leur propre monnaie, la valeur des dollars qu'ils détiennent. Ainsi, Trump accélère le départ des invités. So Trump is speeding the parting guests. He's closing off the U.S. market to them, and that means Il ferme le marché américain à leur égard, ce qui signifie « débrouillez-vous, faites vos propres accords ». Et il y aura certainement, malgré le fait que les politiciens des pays clients de l'Amérique, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, votent tous essentiellement contre la volonté de leur propre population, tout comme le Congrès américain, qui souhaite pousser à la guerre en Iran, vote contre ce que montrent les sondages d'opinion sur la volonté des Américains. Cela ne peut pas durer. Cela doit être temporaire, sinon il y aura une révolution. Et il faut se rappeler que le capitalisme industriel lui-même au XIXe siècle était révolutionnaire. Pour que l'industrie britannique devienne compétitive, les industriels ont dû mettre fin au pouvoir des intérêts les plus puissants de leur époque, les intérêts fonciers. vested interests of their day, the real estate interests. They had to overcome the power of the House of Lords. Ils ont dû surmonter le pouvoir de la Chambre des Lords. Ils ont dû changer tout le système politique. Ils ont dû élargir le droit de vote pour démocratiser la politique. C'était une révolution. C'est le genre de révolution qui se reproduit aujourd'hui dans les pays de la majorité mondiale. L'industrie en Europe a dû se débarrasser des vestiges du féodalisme, la classe des propriétaires fonciers, les monopoles créés par les banquiers internationaux pour aider les rois à payer les dettes de guerre qu'ils avaient contractées. Eh bien, aujourd'hui, tous ces intérêts étaient des intérêts rentiers, rente foncière, rente de monopole et intérêts. C'est le problème contre lequel le Sud global et les majorités mondiales luttent. C'est comme si l'équivalent des intérêts féodaux que l'Europe a renversés pour s'industrialiser et devenir des pays capitalistes étaient aujourd'hui les intérêts étrangers. Les investisseurs étrangers possèdent leur rente de matières premières, leur rente de ressources naturelles, leur rente foncière. Les investisseurs étrangers détiennent leurs principaux monopoles. Et maintenant qu'ils ont privatisé les infrastructures publiques en monopole, comme Thames Water en Angleterre, ils ont plongé ces pays dans la dette en dollars étrangers, de sorte qu'ils possèdent également les intérêts. Le combat mené aujourd'hui par d'autres pays pour reprendre le contrôle de leur propre destin, de leur autonomie, de leur souveraineté, ressemble beaucoup à la lutte que l'Europe a menée contre ses propres intérêts domestiques, hérités du féodalisme. Le reste du monde, en dehors des États-Unis, doit faire face au fait que nous n'avons plus de féodalisme, mais que nous avons une superstructure d'intérêts rentiers qui ne font pas partie de l'économie productive. Nous sommes de retour à la position d'Adam Smith, de John Stuart Mill et de Marx. Il y a deux parties dans l'économie de production et puis l'économie rentière, l'économie de circulation, la finance, l'industrie, l'immobilier et les monopoles. Il faut une manière de réfléchir à ce qu'est le produit national brut. Qu'est-ce qu'un produit? Est-ce vraiment tout l'argent que le secteur financier et le secteur immobilier gagnent en rente? Ou est-ce que nous produisons réellement, comme ce que la Chine produit sans classe rentière? Le combat pour la dédollarisation consiste en réalité à se débarrasser de la classe rentière que possèdent ces pays
Et aussi, ils ne peuvent pas se permettre de payer la dette extérieure qu'ils ont accumulée. Les droits de douane de Trump empêchent d'autres pays de gagner suffisamment de revenus à l'exportation pour obtenir les dollars nécessaires au paiement des créanciers obligataires et des banques auxquelles ils doivent des dettes libellées en dollars américains. Il va donc y avoir d'énormes défauts de paiement qui se transformeront en une répudiation très consciente et délibérée de dettes qualifiées d'odieuses. Car toutes ces dettes accumulées depuis 1945, à la suite d'une philosophie américaine promue par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, essentiellement sur des bases prédatrices et pro-américaines, n'ont pas aidé les autres pays à rembourser, mais les ont empêchés de le faire. Et si un pays créancier n'autorise pas un pays débiteur à rembourser en exportant suffisamment, en concurrence avec sa propre industrie, alors il n'existe aucune justification économique ou morale pour considérer que cette dette extérieure est une dette viable. C'est inviable. Ainsi, non seulement l'Empire américain est inviable, mais toute la superstructure de la dette, la superstructure des monopoles, la superstructure de la privatisation, de la thatcherisation et de la réorganisation de l'économie mondiale est inviable. Nous sommes donc confrontés à un véritable affrontement de systèmes économiques. Certains appellent cela un choc des civilisations, mais il s'agit en réalité d'un choc de système économique. On pourrait dire que c'est entre la promesse du capitalisme industriel tel qu'il se développait au début du XIXe siècle et la réalité désastreuse du capitalisme financier, avec un centre géopolitique unique aux États-Unis, de plus en plus dirigé dans son propre intérêt, de manière prédatrice et exploiteuse. Eh bien, Michael, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la stratégie économique de l'Empire américain et aussi sur les raisons de son effondrement, consultez à nouveau la description et cherchez le lien vers le livre de Michael Hudson, Super Imperialism. Merci d'avoir abordé ces sujets importants et j'espère vous revoir bientôt dans l'émission. Eh bien, merci de me donner l'occasion d'expliquer ma philosophie, Glenn.